On va commencer ce deuxième séminaire Art and Craft. Aujourd'hui, plus orienté sur des pratiques, puisque la première intervention de Céline Cadoreille portera sur la céramique, et puis on aura ensuite deux interventions sur l'art textile. Céline Cadoreille, qui va donc intervenir en première, est maître de conférence à l'université Jean Monnet. Elle enseigne au département d'art plastique. Elle est spécialisée dans l'art contemporain et donc elle va vous parler du renouveau de la céramique aujourd'hui dans la création contemporaine. Ensuite interviendra Valérie Bacard, qui est historienne de l'art, qui a dirigé pendant de nombreuses années le TAMAT, qui est un centre d'art textile en Belgique, aux environs de Bruxelles, et qui est un lieu à la fois muséal, un lieu d'exposition et un lieu qui recevait des artistes, qui reçoit des artistes en résidence. Donc Valérie Bacard a dirigé ce lieu jusqu'en septembre de cette année. Et elle vous parlera donc de l'art textile dans la création contemporaine. Et puis Yolde Devaux interviendra ensuite. Et Yolde Devaux est enseignante à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Elle dirige l'atelier d'art textile, qui est un atelier très rare par sa spécialité, donc sur l'art textile, avec les moyens qu'il a aussi, avec des outils, des métiers à tisser tout à fait impressionnants. Et elle est également artiste, et donc elle vous parlera à la fois de son cheminement, de sa pratique et de son enseignement à l'ARBA. Voilà, on va commencer. Et puis on va faire les trois communications d'affilée et les questions à la fin. Donc notez les questions au fur et à mesure si vous en avez pour ne pas les oublier. Merci Romain pour ta présentation et pour ton invitation aussi à ce séminaire. Alors je vous propose aujourd'hui d'étudier ce renouveau de la céramique dans le champ de l'art contemporain en observant les croisements qui existent entre les pratiques d'artistes et des artisans. Ayant moi-même, en tant que sculpteur, une pratique de la céramique depuis quelques années, je me trouve confrontée aux techniques et aux objets de la poterie. Je reste intriguée par ce domaine fait de pots, de réceptacles, fermés, denses et de goulots. Alors ça m'a poussée à engager depuis environ 3 ans des recherches dans le domaine de la céramique, un domaine qui me restait inconnu. Car lorsque j'étais moi-même étudiante, que cela soit aux Beaux-Arts ou à l'université, je n'avais jamais entendu parler d'artistes céramistes. Pourtant, la céramique est un domaine d'expression plastique qui, sans être complètement étranger aux arts plastiques, est longtemps resté en marge des pratiques et des manuels d'histoire de l'art. Lié aux arts décoratifs, on le considérait comme un art mineur, souvent déprécié. Lorsque l'artiste contemporain Johan Cretén a commencé à travailler la céramique en 1996, il ressentait un rejet, voire un véritable mépris, qu'il dénonce avec ironie dans ces termes. Alors je cite l'artiste. Par rapport à l'art contemporain, je pense que c'est lié au fait que, depuis déjà un certain temps, on accorde plus d'importance à l'intellect qu'aux mains. Tous les artistes conceptuels et minimalistes qui utilisent leur cerveau sont de toute évidence meilleurs, plus intelligents et plus raffinés que le pauvre type qui ose vraiment toucher les matériaux avec ses mains. Voilà le constat que Johan Cretén faisait dans les années 90-95 quand il a commencé. En travaillant l'argile, il est vrai qu'on pétrit la terre, on se salit les mains de barbotine et de boue. Aussi l'image de l'artisan potier a longtemps pesé sur ces formes en terre cuite. La séparation entre artiste et artisan est ainsi restée prégnante au XXe siècle. Mais depuis environ une douzaine d'années, les mentalités changent quelque peu. Les a priori s'effacent considérablement. En tout cas, c'est ce que l'on est amené à croire. L'intitulé de ma communication annonce un renouveau de la céramique. Il est lié à la fois, nous allons voir, à de nouvelles productions, mais aussi à une attention inédite du public et du marché de l'art, qui jusque-là, pour le dire simplement, snobait la céramique. Alors bien que cela nous semble nouveau,
Il ne faut pas croire que l'on s'empare de ce sujet sans s'inscrire dans une histoire de la sculpture céramique. Une histoire certes souterraine, faite d'expérimentation, de collaboration, mais aussi d'isolement et d'éclipse. Ainsi, pour comprendre en quoi ces pratiques se renouvellent aujourd'hui, je vous propose en premier lieu de faire, alors avec le temps qu'on a, un rapide survol des pratiques d'artistes céramistes dans l'histoire de l'art. Puis je me concentrerai dans la deuxième partie de ma communication sur les résurgences plastiques de la poterie, faites donc d'objets usuels et d'ornements, afin de comprendre les postures artistiques contemporaines et l'ampleur du phénomène céramique. Alors si on rembobine le film, on remarque que de nombreux artistes se sont intéressés à la céramique et que l'histoire de l'art est ponctuée de rapprochements entre l'art et l'artisanat, la sculpture et la poterie. Les artistes de l'avant-garde, donc du début du XXe, ont mis en place des collaborations avec des céramistes, mais n'ont pas vraiment cherché encore à décloisonner les genres, car peu d'entre eux travaillaient directement la terre. Il s'agissait surtout de collaborations qui étaient assez ponctuelles. Les artistes s'appuyaient donc sur les productions des artisans pour créer des séries de plats, d'assiettes ou de vases peints. On peut penser par exemple à Henri Matisse, à Georges Rouault, à André Derain, qui ont peint sur les pièces du céramiste André Mété. Alors, André Derain a toutefois fait une série de masques assez intéressantes où il a modelé et travaillé la terre. Mais pour la grande majorité de ces artistes de cette époque, il s'agissait d'utiliser la céramique comme un simple support sur lequel ils apposaient leurs peintures, leurs dessins. Aussi, ces productions ont souvent été considérées, par rapport à leurs œuvres, comme des pratiques marginales, des pratiques récréatives. La collaboration la plus connue, que vous avez sûrement entendu parler, entre des céramistes et un artiste, est celle de Pablo Picasso à l'atelier Madura de Vallauris. Collaboration qui s'est étendue entre 1948 et 1955, durant laquelle de nombreuses pièces en céramique ont été produites et il intervenait essentiellement donc sur les décors, là aussi sur les vases. Je vous ai mis à l'image des productions où au contraire il modèle un petit peu, en tout cas il transforme la forme que le potier a faite. Il transforme donc des formes qui sont crues, des vases tournés, des amphores, pour faire apparaître une silhouette féminine à partir donc des formes girondes des vases tournés. Ce travail de céramique a surtout été diffusé et exposé à la fin de la vie de l'artiste, et essentiellement à la mort de l'artiste disparu en 1973. Aussi, les photographies de Robert Doisneau qu'avait fait donc Robert Doisneau de Picasso à Vallauris ont participé à la diffusion de ce travail. Pour Émilie Bouvard, conservatrice du Musée national Picasso de Paris, ce travail de la céramique a été une prise de position autant artistique que politique et symbolique. Elle écrit, je cite, « La céramique devient entre les mains de l'artiste espagnol, membre du Parti communiste français, un outil politique et le symbole d'un art populaire, démocratique, alors que la cote de sa peinture s'envole. » Fin de citation. Dans cette prise de position, l'artiste recherche la simplicité de manière à casser son image. Il s'intéresse à un art mineur pour faire oublier qu'il devient un artiste majeur. Alors, ce retour à la terre comme quelque chose d'essentiel et d'archaïque traverse différentes pratiques artistiques. Si la période de Picasso à Vallauris a été très médiatisée, cela ne doit pas nous faire oublier l'approche beaucoup plus sculpturale de Paul Gauguin qui le précédait. À travers ce travail de céramique, l'artiste affirme son primitivisme. Il ne se limitait pas au travail du décor, mais intervenait directement sur la forme pour proposer des modelages à travers des pots, des vases ou encore des pichets. Alors que l'époque valorisait en sculpture les matériaux plus nobles, tels que le marbre et le bronze, Gauguin s'empare de l'argile pour réaliser ce qu'il appelait des sculptures
céramique. Alors, d'après les connaissances que nous avons actuellement, c'est le premier à avoir formulé, rapproché ces deux termes, sculpture, céramique. En cela, il redéfinit la collaboration entre artistes et artisans en travaillant auprès du céramiste Ernest Chaplet. Alors, il a appris auprès de Ernest Chaplet, il a travaillé avec lui et aussi s'est emparé de ses techniques, de ses savoir-faire liés à la céramique. Paul Gauguin monte ses formes au colombin. Il façonne lui-même ses sculptures comme s'il s'agissait de vases. Il a alors conscience qu'il amène un renouveau à la sculpture en travaillant directement la terre. Il ne s'agit plus d'esquisse, mais d'une œuvre qui prend forme en passant par le feu. Il déclare dans le journal Le Soir du 25 avril 1895, je cite, « J'avais vu la possibilité de donner à l'art de la céramique un élan nouveau par la création de nouvelles formes faites à la main. » Il s'investit donc réellement dans le travail de la terre. Et ce n'est pas le seul à l'époque, il y a aussi, on peut parler de Jean Cariès, qui a poursuivi ce projet de sculpture céramique en allant jusqu'à s'installer dans un village de potiers en 1888, dans un village donc dans la Nièvre, pour travailler le grès. Mais on va reparler de renouveau de la sculpture céramique plus tardivement, avec Lucio Fontana, qui développe un travail de céramique afin d'approcher la matière, la modeler, la transformer. C'est en 1936 que Fontana commence à travailler avec la fabrique Mazzotti à Albissola, en Italie. Alors Albissola, c'était déjà un centre de potiers connu des artistes. Il y avait déjà eu des collaborations avec certains artistes. On pense par exemple aux artistes futuristes qui avaient fait de nombreux séjours là-bas. Mais contrairement aux céramiques futuristes et aussi par rapport au travail de Picasso que nous venons de voir, Fontana délaisse les formes traditionnelles et domestiques de la céramique, les objets usuels, assiettes, poteries, vases, pour mettre en place un véritable travail de volume. Par exemple, il ne s'agit plus d'intervenir sur les peaux des potiers, mais de représenter, comme on le ferait en peinture, un vase avec des fleurs, comme vous pouvez le voir ici. Il a ainsi créé un ensemble très important d'œuvres en céramique que l'on a redécouvert, pour beaucoup découvertes, lors de sa rétrospective au Musée d'Art moderne de Paris en 2014. Et le fait qu'on présente ces céramiques a d'ailleurs participé au succès de cette exposition de 2014. Alors les plus connus de ces céramiques sont bien sûr ces fentes, dans lesquelles il déplace le concept spatial de ces toiles monochromes entaillées à la masse de la Terre. C'est en 1958 que ce geste d'entaille s'empare de l'argile, et grâce à la sensualité des formes et des matières, ces productions deviennent non pas des œuvres informelles ou abstraites, mais des œuvres explicites aux connotations sexuelles. Dans ce retour à la terre, qui peut s'entendre comme un retour aux origines, on nous laisse parfois entrevoir des formes suggestives, des sexes féminins aux lèvres entr'ouvertes. On retrouve en effet, des années plus tard, ce genre de forme à travers le début de l'artiste new-yorkaise Anna Wilke. Anna Wilke a commencé son travail artistique en créant ses sculptures en céramique fondées sur les représentations du sexe féminin. Elle travaillait alors la terre à la plaque, en croûte, et elle laissait la terre s'affaisser de manière à créer des plis et des replis, des formes qu'elle reproduisait en grand nombre. On parle alors de Kunt Art, terme que Judith Chicago a repris au sujet de son œuvre Diner Party. Diner Party qui date de 1979. Il s'agit là d'une imposante installation en hommage à l'histoire des femmes, où elle fait le choix de la céramique afin de créer 39 assiettes représentant des femmes célèbres ou oubliées. Mais les modelages que l'on voit sur chacune de ces assiettes sont d'étranges vulves, des sexes papillons aux couleurs bigarrées. Il ne s'agit pas de portraits, mais de représentations de vulves fantaisistes mises en relief, plus ou moins prononcées. Aussi, au sol de cette installation, on remarque des plaques, environ 2000 plaques de porcelaine sur lesquelles on peut lire les noms des 999 femmes mythiques et historiques qui s'associent à cette œuvre. L'installation de Judith Chicago se déploie comme un monument, en cherchant à accueillir le nom de ces femmes oubliées ou peu reconnues.
Un monument qui se dresse comme une table, à travers ses couverts et l'usage domestique de la céramique. La céramique est alors un médium utilisé par les artistes féministes des années 70, car cela nous renvoie à des pratiques dites encore féminines, mais aussi à des activités modestes et domestiques. La porcelaine est une matière qui a longtemps été associée à une pratique dite féminine, nécessitant de la délicatesse dans la manipulation des biscuits, de la précision dans la peinture des décors. Et il est vrai que dans les manufactures porcelainières, on embauche encore une majorité de techniciennes pour les porcelaines, sur le travail des décors essentiellement. Aujourd'hui, les femmes artistes s'amusent de ces a priori de genre et s'approprient l'univers kitsch des bibelots du XVIIIe siècle pour proposer de petites sculptures à la fois mignonnes et trash, comme vous pouvez le voir ici, avec Shari Bowles et Jessica Harrison. Mais revenons aux années 70, car il y a eu à cette époque un premier rebond de la céramique. De nombreux artistes se sont intéressés de manière exclusive à ces pratiques, car ils appréciaient une simplicité d'exécution, une humilité par rapport à la matière. À cette période, en France, des écoles d'art ouvrent des sections en céramique. Alors on peut penser à Bourges, bon, la section est fermée depuis, mais à Tarbes aussi, à Châteauroux, à Beauvaisis, à Aulnay-sous-Bois. On remarque également que de nombreux artistes s'installent dans des villages de potiers. Le village de la Borne est symptomatique de ce phénomène. La Borne, dans les terres du Haut-Berry, est en effet marquée par l'installation de nombreux artistes et artisans. Il y a ceux qui se sont installés à partir de 1941, puis une deuxième génération beaucoup plus importante qui s'est installée à partir de 1970-73. Des artistes et des artisans qui recherchent tradition et authenticité dans cette campagne reculée, dans ce village isolé au milieu des bois. Un retour à la terre qui n'est pas seulement lié à une pratique de la céramique, mais à un style de vie basé sur l'entraide, le partage et la simplicité d'être. On retrouve à ce moment-là des céramistes qui sont à la croisée de l'art et de l'artisanat, connaissant des savoir-faire ancestraux et respectant des traditions telles que la cuisson au bois. Dans cette quête d'authenticité, en réaction à l'industrialisation, certains vont chercher à produire leurs propres terres et leurs propres émaux. Il ne s'agit pas d'égaler les productions industrielles d'objets utilitaires, mais au contraire de privilégier les imperfections, la pièce singulière et remarquable. Les potiers vont ainsi produire des pièces uniques, des pots, des jarres, comme des œuvres d'art. L'œuvre de Jean et Jacqueline Lerat est d'ailleurs marquée par ces transformations du métier de céramiste. Ils se sont installés en 1941 à la Borne, avec au départ une pratique de potier fabriquant des objets utilitaires, des pots, des bouteilles, des vases. Puis, ils ont développé une démarche de sculpteurs en étant en contact avec d'autres artistes installés plus tardivement dans les années 70. Peu à peu, ils abandonnent. Donc, à partir de 65, ils vont mettre une distance avec les objets utilitaires et les cuissons au sel pour se consacrer à partir de 70 à la sculpture. Alors, malgré le fait qu'ils aient exposé régulièrement, leurs œuvres semblent toujours avoir été présentées dans des espaces parallèles, dans des galeries spécialisées en céramique. Et ça, c'est pas seulement vrai pour Jean et Jacqueline Lerat. C'est vrai pour de nombreux céramistes de l'époque. C'est le cas donc pour de nombreux céramistes d'avoir été exposés toujours dans un univers, dans des galeries spécialisées qui les mettaient en fait en marge du marché de l'art et du monde de l'art. À titre posthume, il a été organisé en 2012 une grande exposition. Donc c'est une photo de l'exposition là, de la Cité de la Céramique à Sèvres de 2012 de Jacqueline Lerat. Donc on remarque aujourd'hui, comme je vous disais dès l'introduction, un engouement, un intérêt pour la céramique qui permet finalement de sortir du ghetto dans lequel on a souvent consigné la céramique. Depuis environ une douzaine d'années, on remarque que de nombreuses galeries non spécialisées intègrent à leur catalogue des artistes céramistes. Alors des galeries très connues comme Perrotin travaillent depuis quelques années déjà avec Johan Créten, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, mais aussi avec Klara Kristalova, qui a une pratique exclusive de la céramique. La manufacture de Sèvres aussi a largement participé à ce décloisonnement de l'art et de la céramique. Et cela depuis qu'elle s'est ouverte à l'art contemporain en invitant des artistes en résidence sous l'impulsion d'André Malraux, alors ministre de la Culture.
La Cité de la Céramique de Sèvres a également organisé de grosses expositions. La plus marquante de ce renouveau est sans aucun doute l'exposition de 2016 Céramix, qui regroupait 250 œuvres et une centaine d'artistes. Il y a eu aussi en 2017 l'exposition Point Quartz, organisée à la Villa d'Arson. Bref, je ne vais pas toutes les citer. Depuis environ 2015, il y a un grand nombre d'expositions. On remarque aussi que les biennales telles que Châteauroux et Valoris ont ouvert une section à la sculpture et connaissent depuis ces dernières années un grand succès. Ces différentes expositions nous ont permis de découvrir des artistes ayant parfois débuté leur pratique dans les années 70 et des artistes beaucoup plus jeunes qui s'emparent de ces techniques sans avoir forcément été formés par des potiers. Ces autodidactes s'emparent de ces techniques avec une vraie spontanéité. Ils bousculent ainsi les codes en proposant des nouvelles formes. On note aussi que pour beaucoup de ces jeunes artistes, le choix de la céramique n'est pas anodin, mais une prise de position face à une époque que nous vivons, où l'art numérique rivalise avec les hautes technologies, une époque où la rapidité et la productivité sont de mise. Pour beaucoup d'entre eux, faire de la céramique aujourd'hui implique un retour à des technologies ancestrales et nous inscrit dans une pratique vieille de 25 000 ans. On reconnaît parfois une posture quasi low-tech qui s'oppose aux hautes technologies. Mais ce rapport à la technologie et aux médias est double, car s'il y a une prise de position critique et politique dans le mode de production, on observe qu'au niveau de la diffusion, on utilise tout de même Internet et les réseaux sociaux. Et ces médias ont d'ailleurs permis à ces pratiques de sortir en partie de l'ombre. Alors cette posture, double et ambiguë, s'entend dans les propos de l'artiste français Florent Dubois. Au sujet de la céramique, il dit, je cite, « Ce que j'aime dans ce médium, c'est sa temporalité très particulière. Il faut se concentrer sur le long terme et sur tout un tas d'étapes, ce qui entre en conflit avec notre époque basée sur Instagram, Pinterest et les réseaux sociaux. Mais en même temps, ces outils servent la céramique, les nouveaux amateurs sont connectés, ils s'échangent des recettes démos, des techniques et se cotisent pour fabriquer des fours extérieurs et collectifs. » Fin de citation. Alors, on retrouve dans ces propos donc, une posture critique de la société qui pousse donc, les artistes à revenir vers des pratiques simples et spontanées, une posture qui est apparue en fait, dès les années 70 et qui semble se réactiver aujourd'hui face à l'invasion des nouvelles technologies. Il faut donc comprendre ce renouveau comme des résurgences cycliques. Mais contrairement aux années 70, ces productions sont aujourd'hui beaucoup plus visibles grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Les communautés ne se rassemblent plus forcément dans des petits villages de potiers, mais elles se forment sur la toile et se diffusent également ainsi. Beaucoup d'entre eux abordent ce médium de manière exclusive et décomplexée. Ces jeunes artistes céramistes s'amusent des connotations passées de la céramique, de sa valeur féminine utilitaire ou décorative. Beaucoup intègrent aussi les formes de pots ou de vases, comme on peut le voir dans cette image de l'œuvre de Florent Dubois. Ayant peu de temps pour vous parler de ce phénomène complexe, j'ai sélectionné quelques artistes contemporains qui ont un rapport à la fois à l'ornementation et à l'objet. Des artistes qui ne se réfèrent pas forcément au mouvement Art and Craft qui nous réunit aujourd'hui, mais à toutes sortes d'arts décoratifs issus de différentes époques. Alors, je commencerai donc dans ce deuxième point par vous parler de Michel Gouéry, cet artiste français né en 1959 qui développe un travail de céramique dans lequel ornementation et biomorphisme s'entremêlent avec humour, en détournant de manière suggestive coquillages et crustacés. Dans son exposition intitulée « Sortie de vortex », qui a eu lieu en 2012 au Frac Auvergne, il présente des sculptures, des personnages, il est essentiellement connu pour ça, des sculptures qui semblent des extraterrestres, emmitouflés dans d'épaisses combinaisons qu'il nomme scaphandres. Mais on remarque dans cette exposition un mur recouvert de petites formes, des sculptures murales qui créent un ensemble, comme s'il s'agissait de motifs, de tapisseries qui se répètent et se déploient sur le mur, rappelant sommairement le style rocaille. Michel Gouéry propose également d'accrocher au mur des formes phalliques qu'il appelle des patères, comme nous avons pu le voir à Sèvres lors de l'exposition Céramix.
Alors il en a fait plusieurs, des patères, comme si on... donc ces objets, sculptures qu'il nomme biomécano-patères, de manière à nous indiquer à la fois le comportement de l'objet et son usage, comme si on allait accrocher nos manteaux en arrivant dans la pièce. Généralement, ces sculptures sont recouvertes de concrétions qui paraissent presque naturelles. Ils représentent des fonds marins, des coraux, des coquillages. À travers ces formes, mais aussi le choix de ces émaux, de ces couleurs, on peut reconnaître des inspirations issues d'un art populaire. On retrouve par exemple les couleurs et les formes des céramiques de Valoris, et tout particulièrement de ces lampes poissons des années 1950 et 60. Aussi, le rapport à l'ornement paraît fondamental dans le travail de Elmar Tränkwälder, qui a commencé donc à travailler la terre à partir de 86. Donc né en 1959, il commence à travailler en 86 la terre sans aucune connaissance technique. Elmar Tränkwälder va d'abord amorcer un travail de céramique en réalisant lui-même ses cadres. Donc ses débuts sont vraiment dans ces cadres qui lui permettent de poursuivre les traits de ses dessins, d'animer et d'apporter cette sensation de mouvement à travers des motifs emmêlés, des plis et des replis. Puis il va se faire connaître en érigeant des sculptures. Donc il travaille à la plaque, comme vous le voyez, et se faire connaître en érigeant des sculptures où le corps et le décor vont peu à peu se confondre dans des formes architecturales, végétales et sexuelles. Bien qu'il se défende de toute hérédité par rapport à la céramique, n'y connaissant rien à ses débuts, on note tout de même, il est amusant en tout cas de noter que son arrière-grand-père fabriquait des poêles en faïence. On peut d'ailleurs reconnaître des analogies formelles avec certains chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, où les plaques forment une enveloppe décorative. Comme pour un poêle, les sculptures de Tränkwälder se montent plaque après plaque, à la manière d'un puzzle. Aussi, l'émaillage de Tränkwälder est très souvent uniforme et brillant, donnant ainsi une unité à l'ensemble qui renforce cette impression d'enveloppe creuse, de surface animée par les décors dans lesquels il perçoit une certaine fluidité. Alors, cette ambiguïté de la beauté dans le fluide a donné naissance au XVIIe à ces formes dites auriculaires. Ce style décoratif est souvent associé à l'orfèvrerie néerlandaise. On voit par exemple dans cette coupe le mouvement fluide de la mélasse, créant des tourbillons dans lesquels apparaissent des courbes féminines et des monstres. Je vous ai mis en rapport, là, une œuvre de Tränkwälder qui n'est pas un objet, mais la représentation d'un objet, d'une théière. Mais on peut encore voir apparaître en fait ces formes, ces volutes décoratives dans ces soupières en porcelaine de style rococo, où les poignées ne sont pas de simples anses collées, mais des éléments décoratifs qui s'intègrent à l'ensemble. Dans le travail de Tränkwälder, ces hybridations, ces amalgames, ne sont pas de simples formes figées, la fin d'une forme et le début d'une autre. L'ornement s'organise comme un organisme. On retrouve cette dynamique ornementale dans le travail de Rachel Knibohn. L'artiste anglaise, née en 1973, modèle avec une grande finesse la porcelaine et crée de petits ensembles qui revisitent la tradition du bibelot. Là encore, des formes humaines et végétales se contaminent à travers une profusion décorative. Là aussi, les formes s'en mêlent et à travers l'imbrication ornementale, on se laisse emporter par les torsades et le mouvement amorcé par les drapés. Rachel Knibohn, à l'instar d'Elmar Tränkwälder, érige, à partir d'un travail à la plaque, un ensemble imposant qui renvoie à l'une de ses inspirations les plus importantes, vous l'aurez peut-être reconnu, La Porte de l'Enfer d'Auguste Rodin. Enfin, un dernier exemple d'œuvre qui s'approprie l'aspect décoratif et usuel de la céramique, Marlène Moquet, née en 1979, qui est avant tout une peintre, mais qui depuis 2011, et aussi suite à sa résidence à Sèvres qu'elle a faite donc entre 2013 et 2015, a développé une pratique de la céramique, une pratique vraiment régulière et parallèle à sa peinture. On retrouve d'ailleurs dans celle-ci son style, on retrouve ses magmas colorés, ses taches, ses dégoulinures épaisses.
On reconnaît ces petits personnages qui semblent issus de contes fantaisistes, voire inquiétants. Alors, si les débuts sont marqués par un simple travail de décor, elle va aussi s'emparer de la matière et des formes pour détourner les vases ou encore réaliser des scénettes de dimensions plus ou moins importantes. Ce qui m'interpelle dans ce travail réside dans cette approche singulière de l'objet. Les vases, les pichets et les assiettes deviennent le support de ces récits, de ces contes étranges. Ils ne proposent pas simplement une surface pour un décor, mais se tordent et se confondent dans son univers, donnant ainsi l'impression qu'ils sont des accessoires issus de ces peintures, des éléments picturaux mis en relief. Ainsi, ces vases deviennent anthropomorphiques, ils se transforment en créatures étranges, et cela est encore vrai aujourd'hui à travers ces dernières productions. Je vous ai mis des productions de 2018, et si nous observons le travail qu'elle effectue actuellement sur les assiettes, pour une série qui est en cours et qui sera exposée en 2019, on remarque que chacune de ces assiettes devient le réceptacle d'une scène, souvent dramatique et champêtre. Dans chacune de ces assiettes, on découvre un petit univers qui s'organise autour des restes, des flaques et des sauces. L'assiette n'est pas le support d'un décor en haut relief, elle participe à la narration de ces histoires. Ces productions peuvent évidemment nous faire penser. Alors, je vous ai mis le cas de l'assiette des restes de Pablo Picasso, mais on peut surtout penser au travail de Bernard Palissy et de ses suiveurs qui réalisent à partir du XVIe siècle des bassins et des vases, des rustiques au décor naturaliste, des formes absorbées par la culture populaire et qui sont très connues des céramistes. Enfin, pour conclure, j'aimerais parler de ces artistes qui développent leur recherche plastique en produisant des objets utilitaires quitte à défier les genres, de l'art mineur à l'art majeur, des arts décoratifs aux arts plastiques. Une défiance qui s'est engagée dans une lutte des classes et des genres. La posture artistique de Grayson Perry est vraiment éclairante sur ce sujet. Durant son discours pour le Turner Prize, qu'il a reçu en 2003, il déclare, je cite, « Je pense que le monde de l'art a eu plus de difficultés à accepter que je sois potier que mes choix vestimentaires. » Alors, il s'agit aujourd'hui d'un artiste reconnu, donc qui a eu le Turner Prize tout de même, et que l'on accueille actuellement pour une très belle exposition à la Monnaie de Paris. Grayson Perry est un artiste transgressif, et il n'est pas anodin qu'il se travestisse et se proclame potier, alors qu'à l'époque, Lucio Fontana disait entre céramiste et sculpteur, je suis avant tout sculpteur. Là, au contraire, Grayson Perry se déclare potier. À travers son travestissement, il ne révèle pas sa sexualité ni ses désirs d'être une femme ou un drag queen, mais ses ambitions, celle d'être un outsider, de déplacer les limites et les genres. La façon dont il pratique le travestissement se nomme en anglais « cross-dressing ». Et je crois qu'il est intéressant de voir comment ce terme se construit justement autour du verbe « to cross », afin d'envisager cela au niveau de sa démarche générale. Grayson Perry a fait le choix de la céramique au début des années 80, à un moment où en fait on avait tendance à mépriser ce médium. Dans le catalogue de la Monnaie de Paris, il explique qu'à cette époque, la céramique, je cite, « La céramique et l'artisanat étaient relégués à un statut inférieur. On les qualifiait avec condescendance de purement décoratives ou encore plus pour les femmes. » Fin de citation. Alors, sa volonté de décloisonner les genres passe par là. Passer pour une femme ou un potier, pour lui, c'est le même combat. Il s'agit de franchir les limites de nos disciplines dans un même mouvement, de casser les conceptions dépréciatives qui entouraient la pratique de la céramique, de faire d'un vase ou d'une tapisserie véritablement une œuvre d'art. Ainsi, on peut percevoir dans l'œuvre intitulée « Style Riot » comme un manifeste, car à travers ce décor fleuri et séduisant, des manifestants discrets dressent leurs pancartes pour annoncer qu'ils sont sérieux, qu'ils sont quelqu'un. Ces pancartes représentent et présentent par substitution les désirs de Perry, en défendant les médiums qu'ils utilisent. Aujourd'hui, comme le confirme l'ouvrage de Tom Morris intitulé New Wave Clay,
Les pratiques de la céramique sont beaucoup plus diffusées et respectées. Elles sont en quelque sorte sorties du ghetto. C'est lui justement qui utilise ce terme pour parler de l'époque des années 70. Et aujourd'hui, elles ont investi le milieu de l'art contemporain. On remarque aussi autant de femmes que d'hommes céramistes, et cette connotation de genre tend peu à peu à disparaître. Cela est presque une farce de croire encore que ces pratiques seraient féminines, et beaucoup d'artistes s'en amusent, comme on a pu le voir avec Shari Bogle ou Jessica Harrison. On aurait aussi pu parler de l'inclassable Katie Stout, proposant sculpture en forme de lampe et de miroir, symbole du féminin qui réfléchit son propre reflet, afin de mettre en perspective cet usage de la céramique. Figurines qui se démultiplient à travers les pieds de lampe, les motifs de tapisseries et les tapis, pour réaliser ces environnements lors de ces expositions, des personnages qui franchissent les genres et les médiums. Car il ne faut pas croire que ces limites et ces catégories sont dépassées. Comme l'annonce Tom Morris, je vous laisse la citation en anglais, je vous donne ma traduction. C'est à la fois de l'art, de l'artisanat et du design. Les limites et les étiquettes de qui fait quoi et de comment cela se nomme ont finalement disparu. Alors l'utopie du mouvement Art and Craft qui nous réunit dans ce séminaire serait-elle en train de se réaliser à travers ces pratiques de la céramique? Je laisse vraiment la question en suspens. Je laisse aussi en suspens, en tout cas en interrogation, cet intérêt pour la céramique. Que va-t-il devenir? Est-ce qu'à nouveau on va plonger dans une période d'éclipse d'ici 20 ans? En attendant de trouver ces réponses, je vous laisse ma bibliographie et je vous remercie pour votre attention.